Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal 3 Télévision, bonjour et bienvenue sur votre émission Zone Franche. Le vendredi 11 juillet 2025, on célébrait la journée africaine de lutte contre la corruption. Et dans cette veine, nous ouvrons le débat sur une préoccupation assez cruciale. Cette journée est-elle un véritable moment de bilan pour le Bénin dans sa croisade contre le fléau de la corruption? Pour éclairer nos lanternes justement, nous recevons sur notre plateau Dr Olivier Charles Atindeou. Il est le secrétaire du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, le HCPC. De la pertinence du thème de cette année, je cite: promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption, fin de citation, aux réformes entreprises en passant par les défis persistants et les perspectives d'avenir. Nous allons passer au crible le tableau de la lutte contre la corruption dans notre pays. Docteur Atindeou, bonjour. Monsieur Aounou, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est tout un plaisir pour moi. Voilà. Nous sommes ensemble pour une heure d'échange, des échanges au cours desquels je ne serai pas seul à vous poser des questions. Eric Guédeno est également de la partie. Eric, bonjour. Bonjour Franck Aounou, docteur Olivier Charles Atindeou, bonjour. Monsieur Guédeno, bonjour. Franck l'a relevé, vous êtes le secrétaire du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. À l'entame de cette émission, on va faire un peu d'histoire. Le 11 juillet est donc dédié à la journée africaine de lutte contre la corruption. Alors dites-nous, comment vous expliquez la raison d'être justement de cette journée et depuis quand et comment le Bénin a commencé par la célébrer? Je vous remercie une nouvelle fois pour cette opportunité que vous offrez au commissariat à la prévention de la corruption de s'adresser à l'ensemble des Béninoises et Béninois. Il se trouve que le Bénin est État membre, pour ne pas dire État partie plus précisément, à la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Une convention, je vais dire adoptée en 2003, mais qui est entrée en vigueur en 2006. Et concrètement, si on fait le calcul, nous sommes cette année au 22e anniversaire de l'existence de ce texte. Okay. Mais la commémoration d'une journée africaine de lutte contre la corruption ne date que nous sommes à la 9e édition. L'idée fondamentale, ce n'est pas de faire encore une journée de commémoration comme il en existe plein dans notre calendrier, mais c'est de poser ce moment de juillet qui vient légèrement avant les vacances, soit du judiciaire ou voilà, vacances du gouvernement, ainsi de suite, tout le monde, pour faire un bilan, une rétrospection et en même temps une introspection. Voir ce que nous avons eu à faire, mais s'interroger sur l'adéquation entre ce qui a été fait et ce qu'on est pour envisager ce qui peut être amélioré. Voilà ce que je puis vous dire dans ce premier temps. Mais je dois aussi préciser quelque chose d'important puisque vous m'avez posé la question. Si il y a convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, s'il y a cette journée, et en plus, le thème de cette année est entre guillemets, justifie ce que je vais dire, il faut regarder la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 86. Voilà. Et pour l'édition 2025, le thème retenu est promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption. C'est un saut particulier, on peut le dire. Pourquoi ce focus spécifique sur la dignité humaine cette année? C'est important, très important. Avant, pour ne même pas aller trop loin, nous allons penser à notre Constitution. Là, pas la dernière réforme de 90, voilà, la base, qui dit clairement, en son titre 2, article 7, personne humaine. Voilà, droit et devoir de la personne humaine. La personne humaine est sacrée et inviolable. Nous avons, vais-je dire, heureusement, l'abolition de la peine de mort dans notre République. Mais ailleurs, lorsque vous êtes convaincu d'actes corruptifs, qu'est-ce qui se passe? Dans certains pays, on vous porte à mort. On porte un individu à mort. Une peine capitale. Capitale. Dans d'autres pays, lorsque vous êtes convaincu d'une infraction à la probité,
On n'attend même pas parfois que la justice prenne le temps de faire son travail. Ce sont des représailles qui viennent de ces personnes qui n'ont pas intérêt à ce que le convaincu, entre guillemets, bon, allez, présomption d'innocence, on va dire ça, présumé coupable, puisse venir se défendre. C'est une vindicte populaire. Cette vindicte populaire peut passer par la torture, une privation de liberté, et par, vais-je dire, la violation d'un certain nombre de droits nécessaires à la personne humaine. Donc, nous rappeler que il est important, lorsque nous avons, peu importe les stratégies de lutte contre la corruption, peu importe la stratégie de prévention, nous devons faire avec la dignité humaine. Trouver la frontière entre ce qui est de l'ordre du répressif, nécessaire, je le dis, nécessaire, et le respect de la dignité humaine. Je me demande si on mesure bien la portée de ce thème-là lorsqu'on parle de, disons, promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, lorsqu'on analyse un peu disons, les facteurs qui entraînent à la corruption, il y a également que, bon, parfois, on a envie de se donner une certaine... de gagner un peu sa vie, son niveau de vie, d'aller à un certain niveau de vie, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous faisons pour donner corps à cette problématique qui est posée dans notre pays, la dignité humaine dans la lutte contre la corruption? Parce que pour éviter la corruption, il faut bien payer les agents, il faut bien entendu les mettre dans de bonnes conditions et aussi. Est-ce que cela, nous le faisons suffisamment au Bénin? Nous le faisons très bien. Parce oui. qu'aujourd'hui... Si on le faisait très bien, on ne parlerait pas de lutte contre la corruption, le Haut Commissariat n'existerait peut-être pas. Tout serait clean dans le pays. Toute œuvre humaine est perfectible. Et je l'ai dit, je pense, une fois sur votre plateau, si nous restons exclusivement enchâssés dans notre guidon bénin, sans nous mettre en rapport avec ce qui se passe ailleurs, on ne peut mesurer la nette progression du Bénin dans beaucoup de domaines. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? La nette progression, c'est que nous avons des réformes structurelles, nous avons des résultats concrets qui montrent clairement que les actes corruptifs ont reculé. J'en viens à votre question, mais je dois partir de quelque part. Si, dans un foyer, vous êtes père de famille, on va même imaginer, père de famille de 2 enfants, qu'il y a l'un de vos enfants qui ne colle pas avec votre modèle d'éducation, vous n'allez pas rejeter cet enfant. Vous allez continuer à vous battre, ou encore de vous battre, pour que cet enfant devienne meilleur. Vous n'allez pas renoncer à la chose. Nous sommes clairement dans ce cas de figure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez raison, M. Aounou. Il y a dans notre pays certaines personnes qui aiment s'abreuver à la sainte coupe du détournement. Il y a dans notre pays certaines personnes qui aiment s'abreuver, vais-je dire, avec appétit à la sainte coupe de tout ce qui consiste à siphonner les caisses de l'État. C'est un mot assez célèbre par ces temps-ci. Non, c'est un mot que je le dis hors contexte voilà. Mais il se fait que, bon, nous sommes dans la fièvre de la chose. On va continuer. Je poursuis mon développement. Donc, je disais qu'il y a ces personnes qui aiment boire à la sainte coupe de tout ce qui est infraction à la probité. Mais ce n'est pas parce que quelques brebis galeuses adorent se livrer à cette besogne que nous allons immédiatement et avec un raccourci scientifique dire que au Bénin, on est comme ça. Je refuse. Au Bénin, ce qu'on voit aujourd'hui à l'extérieur, c'est que nous sommes respectés, c'est que nous avançons. Nous faisons partie de cette dynamique émergente de ce pays et des pays émergents. Allez, je ne sais pas si je vous l'ai dit depuis le mois de mai. On ne s'est pas revu. J'étais à Yamoussoukro et croyez-moi, j'étais en toute ignorance de cette performance. En matière de transparence budgétaire et d'exécution de ce qu'on dit entre, en fait, l'écart, quand on mesure l'écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Écoutez, nous sommes champions en Afrique. Le saviez-vous? Je l'ai appris.
Et nous faisons partie des 11 meilleurs au monde. En disant, lorsque nous promettons de faire quelque chose avec ce que nous avons, l'argent, nous le faisons. Nous l'actons. Et on nous a félicités pour ça. J'étais encore en mission à Vienne récemment, en France. Qu'est-ce que j'entends? On nous encourage. Même si, je le répète, il y a des réfractaires, il y a des gens qui détestent la modernisation, qui détestent l'évolution. Je ne sais pas pourquoi. Et je vais préciser quelque chose, je vais répondre à votre question. Je recuse, je dis bien, je recuse cette facilité marxiste de la justification de la corruption. Pourquoi je dis je parle du marxisme. Karl Marx disait les conditions d'existence matérielle déterminent la conscience de l'homme. C'est pas parce que vous êtes pauvre ou avec un petit salaire que la facilité ou la solution que vous trouveriez, c'est de piocher ou de prendre ce qui appartient à la collectivité, ce qui appartient à l'État, ce qui appartient à l'entreprise. J'estime au commissariat, il y en a qui sont rassasiés, mais qui veulent l'être davantage, qui vont traîner leurs mains sur les biens de l'État, sur les fonds de l'État, ou bien qui vont pour corrompre des agents de l'État pour avoir des prestations, par exemple. Parfait. Vous avez touché du doigt ce que je voulais vous dire, partager avec vous. Ce n'est pas la condition de l'être, condition matérielle de l'être, qui détermine sa capacité à dire oui ou non à l'acte corruptif. Au Haut-Commissariat à la prévention de la corruption, et le Haut-Commissaire et moi, et mes collaborateurs, nous estimons que c'est un travail au niveau de l'infrastructure mentale. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je dirais, quel rapport avez-vous de vous en tant qu'homme digne, puisque nous sommes dans la dignité humaine, quel rapport avez-vous de vous en tant que, je vais dire, utilité dans la construction de l'État, d'une société dans laquelle vous devez vivre, et quand vous allez partir, vos enfants vont y vivre? C'est ça la véritable question. Il se trouve qu'il y en a qui, aujourd'hui, pour dire, big le chemin, comme on le dit en fond, après moi le déluge, en français, il y en a qui voient, mais je pense qu'ici, sur ce plateau, personne ne partage cette vision de la chose. Après, on en parle. À suivre votre développement, on se dit que c'est votre façon à vous de minimiser encore les poches de corruption ou notre niveau de corruption au Bénin en faisant une comparaison avec des pays qui sont peut-être mauvais. Mais est-ce qu'il ne faut pas se comparer avec des pays qui sont bien meilleurs que nous? Monsieur Guédenon, alors nous allons commencer un petit exercice, si vous me permettez. Citez-moi un pays bien meilleur que nous et je vous donnerai. Donc vous devez en avoir sur la liste, c'est votre domaine. Le pays bien meilleur que nous en termes de lutte contre la corruption? Oui. C'est cela? Oui. Quel est ou quels sont les indicateurs ou quels sont les instruments de mesure nous permettant de dire que ce pays est mieux que nous? Vous voulez parler de classement de transparency international? En tant qu'universitaire, là, c'est l'université qui parle. En tant qu'universitaire, je ne cache pas le fait que je rejette cette approche quantitative où il n'est question que d'agréger un vernis ou une superficialité de choses. Mais quand ce même rapport positionne le Bénin comme étant un bon élève, vous le citez bien, ce rapport, pour votre communication. Oui, parce que créeur de normes, créeur de monstres, disaient les constructivistes. C'est encore vrai. Il se trouve que quel est ou qu'est-ce que nous avons en Afrique, qu'est-ce que nous avons fait en Afrique, susceptible de nous permettre d'user d'un instrument par et pour les Africains. Aujourd'hui, on n'a encore rien fait. Mais, on va dire, allez, on va se flatter un peu, le Bénin a pris le lead. Nous avons reçu un soutien de la part des pays africains, je peux en citer, nous sommes en contact, parce que le Bénin a décidé de mettre en place l'indice africain de perception de la corruption, avec des instruments, je ne dirais pas plus sérieux, mais qui reflètent la dynamique ou les dynamiques nationales, qui reflètent la particularité sociologique et ethno-linguistique, les sensibilités. En Afrique, il y a
de ces facteurs qui conditionnent, qui justifient, qui légitiment la corruption, qui ne sont pas les mêmes facteurs que nous avons dans, par exemple, allez, un exemple en France, au Canada, aux États-Unis. Donc, ce travail doit être fait, je ne puis accepter, et ça, je précise encore, en tant qu'universitaire, je ne puis accepter qu'un paradigme, qu'un modèle existe, et que sans filtre de modélisation, on puisse l'affecter à une réalité totalement différente. Je ne puis l'accepter. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour... parce qu'à un moment donné, il faut faire le bilan. À un moment donné, il faut mesurer le niveau d'avancement dans la lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple? Mais je suis entièrement d'accord. Nous sommes tous d'accord sur ce fait. Pour savoir où en est concrètement le Bénin dans la lutte contre la corruption. Je peux vous dire, et peut-être que vous n'y croyez pas, bon... Alors, le fait de mesurer ça dans tous les pays, ça permet de les mettre en concurrence pour savoir que nous sommes à tel niveau, il faut faire des bonds en avant, il faut régler telle ou telle chose pour mieux avancer. Le Bénin est partie à la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, la Convention Mérida. La Convention est très claire, il n'y a pas de classement. On ne classe pas les pays. Ce qui fait comment se fait-il que des pays tels que le Danemark, la Finlande, la Nouvelle-Zélande sont identifiés comme des meilleurs dans le monde? Bien. Vous avez dit Danemark, Finlande, Nouvelle-Zélande, Singapour et bien d'autres. Bon. Je vais mettre un peu Singapour au chaud. Le Bénin est pays examinateur du Danemark. On doit y aller début septembre. Je ne puis rentrer dans certains détails de ces 138 pages d'auto-évaluation que nous avons reçues. Il y a des choses qu'on refuse à certains que d'autres font. Je ne sais pas si vous suivez un peu mon regard. Allez-y. Je prends un exemple simple. Vous êtes sur zone franche. Ah ben merci de me le rappeler, c'est vrai, en plus. Je prends un exemple concret. On refuse à certains pays de recevoir des financements de groupuscules, de recevoir des financements peut-être d'entreprises, de mécènes si vous voulez. Je vais prendre un exemple concret. Allez-y. Lorsqu'un un homme d'affaires en Afrique donne de l'argent à un parti politique, on dit « Wow, scandale !» Il y a juxtaposition de l'intérêt d'État et de l'intérêt privé. On crie. Mais il se trouve qu'ailleurs, lorsqu'on veut mobiliser les fonds, excusez-moi, ce n'est pas une œuvre caritative qui donne de l'argent. Ce n'est pas la fondation d'Abbé Pierre qui donne de l'argent. Pourquoi on n'indexe pas cela comme étant un acte de corruption? Pourquoi on ne crie pas au scandale? Pourquoi on ne dit pas comme Max Weber l'avait dit en son temps, on a crié sur lui? Mais c'est qu'on... Oui, peut-être que chez eux, dans leur pays, la chose n'est pas interdite. Ah ben justement, si la chose n'est pas interdite dans leur pays, il ne faudrait pas qu'on en use pour abêtir, pour affaiblir la construction du Bénin ou de ces pays africains. Et croyez-moi, je le dis avec conviction, ça veut dire quoi? Si nous avons des instruments, il faudrait qu'on appelle ces instruments des instruments à tout le monde. Il ne faudrait pas, parce qu'on parle d'Afrique, estimer que nous sommes impotents, nous sommes insignifiants, nous sommes faibles dans la capacité à donner une réponse ferme à certains actes accusatoires que nous traiteraient de faibles, d'incapables de réfléchir, d'incapables d'avancer. Je refuse cela. Je dis simplement que lorsque vous, moi, on va se proposer concrètement un instrument, une manière de voir la corruption, de mesurer la corruption au Bénin, je reviendrai ici et je vais en parler. Le travail est en train d'être fait. Et c'est pour ça, justement, je suis d'accord avec vous, M. Aounou. Il y a une faiblesse que nous avons identifiée, nous allons corriger le tir. Le travail se fait, mais on ne peut pas, entre guillemets, avec des claquettes comme ça, de doigts, ou des claquements de pieds, de doigts, dire, paf, on vient de sortir un indice, tester, ça va marcher. Il faut prendre le temps, discuter avec les experts, discuter avec la société civile, même des personnes ressources du secteur privé, comme ça a été fait ce jour avec des personnes de AGL, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, parce qu'il y a des choses, vous n'êtes pas au courant, j'ai découvert des choses aujourd'hui, qui sont en place dans des entreprises et qui... Allez, mais justement, c'est l'occasion de les évoquer, parce que qu'est-ce qui vous permet, avec des chiffres concrets, avec des exemples, que les choses bougent dans notre pays? Parce que les récents événements que nous avons au pays nous amènent à penser le contraire.
Bien. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption se refuse quelque chose. Que tous les collaborateurs s'appliquent. Ne pas prendre un pour en faire 10. Traitons 1, traitons 2, traitons 3. Voyons s'il y a un rapport entre 1, 2, 3. Si on peut globaliser et on va à conclusion et ensuite à déclaration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je fais très attention à certaines extrapolations. Je fais très attention à certains types d'antalaclase. On prend ça tout de suite parce que je vois ça, donc c'est valable pour tout le monde. Je fais très attention. Mais quand il s'agit de dire que le Bénin est bien meilleur que d'autres pays, vous ne vous réservez pas. Non, c'est pas. Ma pauvre personne n'en est pour rien. Mais on veut savoir comment, avec quels chiffres, des exemples. C'est sur Internet, ce sont les données de la Banque mondiale du FMI. Nous sommes avec vous, dites-le nous. La croissance, entre nous, sincèrement, la croissance économique qu'on a affichée récemment, est-ce que c'est nous qui sommes allés tripatouiller l'ordinateur de la Banque mondiale du FMI pour afficher en ligne? Je ne pense pas. Lorsqu'on nous applaudit, je dis bien, lorsqu'on nous applaudit en Côte d'Ivoire, lorsque, même à notre absence, on dit en Côte d'Ivoire, c'est quelle instance? Comment? Bon, peut-être que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, le Bénin, était à Yamoussoukro pour le lancement de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership africain. Il se trouve que on avait des gens qui venaient de France, d'Autriche, du Canada, puis de beaucoup de pays en Afrique. Ils ont mis en perspective ce qui se fait dans chaque pays. Sur les 5 dernières années, ils ont extrapolé sur les 10 dernières années. De qui on parle? Du Bénin. Raison pour laquelle, depuis là, je mets mon place. Ah non, mais je vous donne Ils sont arrivés à ce résultat comment? Ils sont arrivés à ce résultat parce que, justement, à cette occasion, à cette, ce qu'on appelle rencontre de haut niveau, c'est écrit, c'est pas moi, de rencontre de haut niveau, il y avait tous les experts. Et parmi eux, il y avait les dirigeants, le représentant Afrique de Transparency International. Ah oui, Transparency. Oui. Qui également applaudit cette... Bien sûr. Vous en étiez heureux. Mais j'étais heureux, mais je lui ai quand même dit... Lorsque on en trouve après des dysfonctionnements, des points d'insatisfaction, vous dites non. Non, mais il faut savoir, c'est dans l'invention. Non, ce sont les éléments participants au classement qui me dérangent, personnellement en tant qu'universitaire. Ceci n'a rien à voir. Là, moi, dès qu'on parle du 229 qui s'améliore, qui est amélioré, ah ben moi je suis content. Qu'est-ce que vous croyez? Pardon? Et quand c'est le contraire? Mais quand c'est le contraire, je suis fâché. Qu'est-ce que vous croyez? Vous remettez en cause les chiffres? Mais non, je ne remets pas en cause les chiffres. Je me pose des questions. Est-ce que vous avez raison de vous fâcher ou vous remettez en cause, vous prenez cela pour votre compte pour mieux travailler, pour mieux analyser, et faire d'autres bons qualitatifs? Ah bon, je dis que peut-être en anglais, comme on l'a dit en Autriche la dernière fois, I'm not a loser. Je ne suis pas, je suis pas un perdant. Notre pays n'est pas un perdant. Notre pays est un gagnant. Si sur les 50 ans, je vais dire la vérité, hein, c'est factuel ce que je dis. Hein. Oui, allez-y. Sur les 50 ans, il y en a qui sont qui sont amusés à danser le tango ou la valse avec les caisses de l'État, oubliant le devenir heureux de chaque citoyenne, de chaque citoyen. Il y a une dynamique qui est en cours. Aujourd'hui, on ne danse plus. Non, allez danser. Je vous invite à aller danser. Mistrité. Moi, je vous invite à aller danser. Ne prenez pas sauf si nous ne comprenons pas le sens que vous donnez à danser. Vous voulez dire quoi? Mais allez danser avec la caisse de l'État. Monsieur Guédenon, oui. Si au sorti de ce beau dimanche, en plus jour du Seigneur, vous avez reçu cette lumière d'aller danser avec la caisse de l'État, allez, nous allons vous attendre là où il faut. Alors, lorsque dans un pays on met en place un dispositif comme le Haut Commissariat à la prévention de la corruption et que dans la foulée, nous avons des affaires qui jettent un peu le doute sur, enfin, qui nous amènent à fouiller pour voir s'il y a corruption et pas. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce que le Haut Commissariat a toujours sa raison d'être? Parce que vous travaillez pour la prévention de la corruption. On ne devrait plus, logiquement, avoir ces petits doutes-là. On devrait parler d'autre chose, disons.
je m'en allais dire quelque chose. Je m'en allais dire, c'est maintenant qu'il y a la bonne question. Vous savez pourquoi je dis ça? Vous venez, en très peu de mots, de justifier par vous-même l'existence du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, en tant que vigie républicaine. Mais ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de ces cas que Franck évoque. Oui, mais nous ne sommes pas à l'origine de quoi? Du signalement? Ce n'est pas vous. Non, du signalement. Oui. Nous ne sommes pas à l'origine du signalement, n'est-ce pas? Bon. Et pourtant, vous êtes dans le pays. Oui, non, non. Vous m'avez posé une question? Je vais me prendre le temps de la démonstration. Eric va faire sa relance tout à l'heure. Il se trouve que dans nos attributions, nous devons détecter les dysfonctionnements dans les structures publiques comme privées. Il se trouve que lorsque nous avons démarré nos activités le 30 septembre 2024, pour mettre en place manuel de procédure... Bientôt un an. Oui, bientôt un an, je suis d'accord avec vous. Pour mettre en place manuel de procédure, pour avoir encore les moyens pour lesquels nous nous battons jusqu'à ce jour, pour travailler, je dirais, il faut clairement aimer son pays. Je ne suis pas en train de dire c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens que nous ne travaillons pas. Ce n'est pas ça. Je dis simplement que au travers de votre question, elle est bonne. Au travers de cette question, je vais vous dire quelque chose de simple. Le Haut Commissariat se bat pour que chaque structure publique et privée dispose d'un système d'alerte et de signalement. Raison tout à l'heure, j'ai cité AGL. Ça existe en interne. C'est un exemple que nous sommes allés inspecter aujourd'hui de ce qu'il faut faire partout. C'est quelle structure? Maintenant, AGL, oui, pardon, veuillez m'excuser. C'est pas une structure d'État, c'est cette structure qui gère le port. C'est Africa Global Logistique, plus précis, excusez-moi. Et donc, pour finir et répondre entièrement à votre question, lorsque dans une entreprise, vous avez un code de conduite anticorruption, lorsque dans une structure, vous avez un système d'alerte, de signalement, par voie hiérarchique, lorsque vous avez le renforcement des capacités et que cela fonctionne, cela ne change pas l'infrastructure mentale des gens. Ça ne veut pas dire que tout est rose, tout est bon, tout fonctionne correctement. Est-ce que le signalement se fait publiquement, tel qu'on l'a fait à Paraco avec le ministre, l'ex-ministre de l'énergie et de l'eau? Est-ce que ça ne pose pas un problème? Parce que vous voyez, ça a bousculé un peu la République, ça a mis tout le monde en branle, et puis vous en êtes arrivé même à mettre en place une commission pour travailler là-dessus. Au Parlement, on ne sait pas empêcher de mettre en place également une commission d'enquête. Bref, en principe, on ne devrait plus être là avec le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Monsieur Aoulou, à vous entendre parler, j'ai comme l'impression qu'en face de moi, il y a un pasteur qui tente qui est omnibulé par un démon qu'il voit un peu partout. Peut-être... Oui, omnibulé par un démon, la corruption que je vois disparaître, et que j'ai une structure étatique qui doit travailler pour cette cause-là. Oui, c'est légitime. Blanc n'a pas le sentiment c'est légitime, que ce démon ait peur. Vous parlez encore, et je vous remercie parce que ça donne de la motivation au commissariat à la prévention de la corruption. Vous parlez comme si nous existions depuis 10 ans. Je comprends et je mesure votre impatience. Je vous attendais à ce niveau. Oui. Vous existez depuis quand? Bientôt un an. Bientôt un an. Bientôt un an. Vous avez évoqué tout à l'heure que votre mission, c'est de détecter des dysfonctionnements. Je prends un exemple dans les structures de l'État. Un an après, combien avez-vous détecté? Directement fait par le Haut Commissariat. Je dirais, à l'heure actuelle... 0. Non, je ne dirais pas cela. On n'a pas eu connaissance, c'est pas dans l'actualité que le Haut Commissariat a pu... Vous êtes encore à l'étape de l'échauffement. A pu identifier des postes de corruption dans l'administration publique, par exemple. Je pense que prochainement, au lieu de dire Éric Guédenon, je vais dire Éric Guédenon Épicure. Pourquoi? Parce que monsieur... veut avoir une connaissance des choses parce qu'il voit. On dit, c'est vrai, vous avez raison, un aveugle-né n'a pas la notion de la couleur. Je comprends. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que la chose n'existe pas médiatiquement que c'est du néant. Mais dites-nous alors, allez-y. Non, ça ne fonctionne pas comme ça dans une république sérieuse. Nous ne sommes pas... certains ailleurs nous ont traité de république bananière, vous avez entendu. Hein.
aujourd'hui, nous appliquons les procédures. Et justement, on parle de dignité humaine. On parle de lutte contre la corruption. Quelle est la dignité que vous donnez à autrui en jetant son nom en pâture juste sous des soupçons? C'est ça qui vous intéresse? Si vous me suivez... C'est ça? C'est cet aspect qui vous intéresse? Non, c'est pas cet aspect. Qu'on a jeté quelqu'un en pâture? Non. Je ramène... Soit on veut lutter contre la corruption, soit on ne veut pas lutter contre la corruption. Si vous donnez des affaires que vous avez pu détecter, en tout cas sans donner les noms, c'est assez suffisant pour qu'on sache que dans telle structure, au moins, vous avez pu détecter quelque chose qui ne marche pas, un dysfonctionnement. On ne vous dit pas de venir à la place publique pour dire, écoutez, M. Atinewa portait du blanc, ainsi de suite, si vous l'avez vu en blanc quelque part. Non, on vous dit, écoutez, dans telle structure, on a remarqué un dysfonctionnement et les procédures et tout sont... Si nous été la déclaration de M. Akpona, on ne saurait pas que peut-être, on attend les résultats, c'est vrai, qu'il y a un problème au niveau du ministère de l'Énergie qu'on cherche à comprendre. Vous voyez, c'est ce que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption se refuse que vous êtes en train de faire. Quoi donc? Juste une déclaration où vous partez à conclusion pour dire qu'il y a problème. J'ai dit peut-être. Mais à partir du moment où vous dites peut-être, on se tait et on laisse ceux qui doivent faire le job. Et quand il y aura des conclusions avec des preuves et qu'on dit, tiens, c'est avéré, mais vous serez les premiers à être informés, croyez-moi, même s'il faut que je vous réveille à 2h du matin, je vous réveille à 2h du matin pour cela, parce que c'est important, parce que nos concitoyens doivent être au courant. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour moi, ce sont... Parce que apparemment vous avez une appétence pour ce sujet. Alors, je vais vous répondre directement. Ma qualité de secrétaire général m'empêche d'intervenir. Vous avez remarqué, je ne fais pas partie de la commission. M'empêche de parler, de discourir lorsque la commission est en train de faire son job, son travail. Je m'abstiens. Par respect pour mes collaborateurs. On vous fait apprécier la démarche. On ne vous demande pas d'aller à l'intérieur de ce qui se fait au niveau de la commission. C'est la démarche qui nous intéresse pour le moment. Et pour nous permettre de nous consacrer à ça plus largement, si vous permettez. Oui, mais je comprends bien votre rôle en tant que média. Ça va au-delà de notre rôle. Vous savez, à la création du Haut Commissariat, en tout cas, moi, personnellement, je fais partie de ceux qui ont mis beaucoup d'espoir, parce qu'il y avait une forme de soupçon qui pesait pratiquement sur toutes les structures de l'État. Et on se dit, avec la naissance du Haut Commissariat, un travail doit être fait, justement, dans un sens ou dans un autre. Justement, soit pour évoquer des cas de malversation, des cas de dysfonctionnement, ou soit pour attester de ce que l'administration publique, justement, travaille de façon transparente. Alors, juste là, on n'a pas véritablement d'acte dans un sens ou dans un autre. On se dit, mais qu'est-ce que vous faites finalement? Alors, quand vous sautez sur des dossiers qui viennent des dénonciations de X ou de Y, est-ce que c'est ça votre rôle? Ah non. Bien. Vous voulez? Je vais vous le donner. Hélas, je vais brièvement en parler. Nous avons été alertés sur ce qui vient de se passer au cours de l'examen du CEP. Vous voyez? Pour en savoir plus, il faut aller vers le ministre de tutelle. D'accord. Il faut discuter avec les acteurs. Nous avons eu la déclaration de tel, parce que nous avions discrètement envoyé des personnes pour faire ci, pour faire ça. Et le retour n'est pas bon. Qu'est-ce que vous dites? Parce que nous avons appris que des agents, je ne mettrai pas des agents, ont exigé 25 000 francs CFA pour, comment on dit là, pour arrondir la note, comme si on payait le CEP. D'accord. Vous voulez que je vienne sur la place publique pour dire « Ah, vous savez, on vient d'apprendre ça !» Ça ne marche pas comme ça. Là, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce que le terrain nous dit. Avec, je vais dire, quelques éléments d'appréciation, c'est vrai. Quelques éléments d'appréciation, il faut dire la vérité. Nous sommes sur zone franche. Quelques éléments d'appréciation. Mais pour connaître la profondeur de la chose, il faut aller avec discrétion. Je suis d'accord. Avec des sabots, mais vous allez faire fuir. Je suis d'accord. Et en posant la question, justement, enfin, on ne cherche pas à avoir des procédures qui sont enclenchées, mais peut-être des procédures que vous avez enclenchées et finalisées.
et qui donne lieu de ce que, grâce justement à votre mécanisme, vous avez pu faire ceci, vous avez pu faire cela. Est-ce que vous avez une idée? C'est entre nous, nous sommes dans une zone franche. Hein. C'est ça, sauf que tout le monde nous suit. Oui, oui, mais c'est ça, je dis c'est entre nous, nous sommes Allez. Est-ce que vous avez une idée du budget nécessaire au bon fonctionnement d'une ILC, institution de lutte contre la corruption? Ben, écoutez, là n'est pas notre préoccupation. Ah, mais non, On va s'installer par le gouvernement, on suppose que l'État a mis les moyens à votre disposition pour accomplir cette mission. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, les citoyens vous regardent justement sur la base de ça. Je ne voulais pas un chiffre exact. Je partais de là pour vous dire quelque chose. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils sont 183 à travailler dans la autorité pour la bonne gouvernance. 183. Au Bénin, vous êtes combien? Veuillez m'excuser. Allez-y. C'est un sourire nerveux. Nous Nous sommes pour le moment, nous devrions être 12, mais nous sommes 7. D'accord. Donc vous justifiez votre insuffisance. Non, pas du tout. Non, ça c'est de l'antanaclase. L'effectif n'est pas élevé. Non, ça c'est de l'antanaclase. Non. Non. C'est vous qui faites la comparaison. Pas du tout. En Côte d'Ivoire, ils sont 183. Non. Vous êtes 11. On attend le niveau des résultats. Alors pourquoi faites cette comparaison? On attend Ce n'est pas ce résultats. que Eric est en train de dire. Pourquoi est-ce que vous nous amenez sur ce terrain de comparaison? Mais justement, généralement, on parle mieux de ce qu'on sait. Et si vous étiez un tout petit peu patient, avant d'aller à conclusion hâtive, vous allez entendre ce que je veux dire. Merci. Il se trouve que, de ce que vous venez de dire, l'architecture, l'organisation de la haute autorité fait que à l'intérieur, nous avons, vais-je dire, l'équivalent de notre BEF, Brigade économique et financière. Nous avons des enquêteurs qui déclenchent, juste avec l'autorisation de Tonton, d'une seule personne d'ailleurs, déclenchent toutes les procédures. Nous, au commissariat à la prévention de la corruption, nous n'avons pas cette organisation. Pourquoi? Parce que le choix du Bénin est un choix, vais-je dire, de déconcentration. Je m'explique. Il y a la Criette, il y a la Saintif, il y a la BEF, j'oublie quoi au passage, il y a le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, il y a la CPD, et c'est dans cette synergie que nous devons travailler. L'idée, c'est de ne pas se marcher dessus. C'est ce qui se passe, on ne se marche pas dessus. Mais il ne revient pas, par exemple, au Haut Commissariat, dans de telles conditions, c'est là j'en venais, dans de telles conditions de dire que nous allons à enquête spontanément. Il est vrai, je ne vais pas rentrer dans les détails, nous avons des programmes qui nous permettent de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une structure publique ou d'une structure privée. Mais, pour mettre ceci en place, il y a tout un... Attendez, on n'est pas dans un bordel, monsieur. Monsieur le secrétaire général. Oui. Alors, il vous faut combien de temps pour, par exemple, bien nuller les lanceurs d'alerte, pour bien nuller tout ce que vous dites là, afin que on n'ait pas à nous lever un matin pour que des affaires nous tombent là-dessus, comme ça, comme un coup de massue, qu'on parle de malversation dans tel ou tel, parce que l'objectif c'est de prévenir et non véritablement de guérir, de venir pour éteindre le feu, pour éviter que les caisses de l'État soient objet de détournement, ainsi de suite. Il vous faut combien de temps? Qu'est-ce qu'il vous faut au niveau de beaucoup d'argent? C'est beaucoup de personnel? Encore 2, 3, 4 ans, c'est ça? Ce n'est pas... si je vous suis, et de votre doctrine ou philosophie de la chose, ce n'est pas une question de temps ni de moyens. Si je résume bien ce que vous êtes en train de nous dire. Parce que je vous ai entendu dire, dans la volonté il y a combien de l'État de mettre des moyens à votre disposition, vous allez refuser? Ah non. On va accepter, bien sûr. Mais ce que je veux concrètement partager avec vous, c'est ceci. Vous estimez qu'une politique publique se fait en une journée et qu'on a les résultats en une semaine, en un mois. Si je vous écoute. Là, je n'ai pas dit ça. Non, mais... On n'a pas dit une journée, vous êtes là depuis un an. Moi, je vous mot, parce que vous avez dit tout à l'heure, on a dit comme si... nous, les moyens, on se bat encore pour... Et puis, vous avez dit beaucoup de choses. C'est sur cette base-là que j'ai posé ma question. Messieurs Aounou et Guédenon, sincèrement, il y a 6 mois en arrière, qui connaissait le Haut Commissariat à la prévention de la corruption? Il y a 6 mois, 7 mois, qui connaissait le Haut Commissariat à la prévention de la corruption? Personne. J'ai comme l'impression que vous vous occultez. Aujourd'hui, on vous connaît? Oh oui.
Non pas parce que vous avez mis en lumière des dossiers. Hein. Non. Justement. On nous connaît parce que nous sommes sur le terrain. Quand vous commencez, vous arrivez quelque part, vous présentez vos civilités. Donc c'est ce que vous faites juste là. Pour ne pas qu'on vous traite d'impoli. Donc c'est ce que vous faites juste là. Non, attendez. Il faut qu'on soit clair avec ceux qui nous regardent. Nous avons été créés, on ne nous connaissait pas. Nous devons dire aux Béninois qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Quand nous sommes allés dans vous pouvez le dire, des actions fortes, non, des actions évocatrices, ça va encore. Certains journalistes aiment le spectaculaire. Nous ne sommes pas dans le spectaculaire. J'espère que vous ne parlez pas de nous. Ah non, pas du tout. Je l'ai cité. Je dis certains journalistes aiment le spectaculaire. Pendant que vous faites ça, pendant que vous êtes dans les civilités, les gens déclarent, enfin, ils siphonnent les caisses de l'État. Alors, on vous a vu sur le dossier de M. Richard Boniorou, en tout cas, le haut-commissaire s'est saisi de ce dossier, n'est-ce pas? A lu un communiqué Ah non, parce que le ministère de l'Intérieur a fait un travail qu'il faut féliciter, applaudir. Le ministère de l'Intérieur n'a pas eu besoin du haut-commissariat pour faire ce qu'il doit faire. Vous êtes contenté de condamner après? Non. On ne s'est pas contenté de... Vous voyez, expliquez-nous, nous posons des questions pour mieux comprendre. Mais c'est votre rôle d'être bien informé. Aujourd'hui, ce dossier à quel niveau, justement, au niveau du haut-commissariat? Mais posez la question au ministère de l'Intérieur. Le haut-commissariat à la prévention de la corruption a invité tous les acteurs à aller jusqu'au bout de la procédure pour que les Béninoises et les Béninois puissent en savoir. D'accord. Mais ça, c'est clair. Allez, et on demande la transparence. Après la question de nous allons évoluer. Allez-y, finissez. Vous m'avez posé une question. Oui, vous m'avez posé une question. Vous allez me permettre de vous donner la bonne information. Le haut-commissariat ne s'est pas saisi de ce dossier. Le ministère de l'Intérieur, je le dis, il faut féliciter le boulot qui a été fait là-bas. C'est un boulot formidable. Donc, donnons à César ce qui appartient à César et arrêtons d'attendre le spectaculaire. Donc le haut-commissariat ne compte pas jouer un rôle dans le dossier. S'il vous plaît, messieurs, vous avez occulté, et je ne sais pour quelle raison, mais ce que nous avons fait dans l'Ouémé, ce que nous avons fait dans le Borgou, ce que nous avons fait dans le Plateau, ce que nous avons fait dans les combines. Vous l'avez relevé, vous dites en train de faire des civilités, c'est ça? Non, mais c'est pas question de civilité. Nous sommes allés à la rencontre du nécessaire. Tout à l'heure, on a commencé, pas que ce que nous sommes en train de dire est un peu... Non, c'est pas cela. Mais nous avons commencé à développer une succulence discursive, là, quelque chose de très agréable pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. Ce que nous disons n'est pas assez... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas cela. C'est que là, on cherche à décortiquer un dossier. Après la question de Eric, nous allons revenir si Franck me le permet, en tout cas, alors, sur le dossier de M. Pauline Apona, en tout cas sur ces déclarations, le Haut-Commissariat a mis en place une commission. Alors, on rappelle que le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption a ses bureaux au palais, à la présidence, c'est bien ça? Bien sûr. Alors, vous mettez en place une commission, là, c'est pour voir vraiment l'indépendance du Haut-Commissariat qui va chercher justement à funer dans un ministère qui appartient à un système, à un gouvernement. Vous êtes sûr qu'il y a vraiment une transparence là? Comme je l'ai dit tantôt, il y a certains qui aiment vraiment le spectaculaire. Pourquoi je le dis? Je ne vois pas de rapport entre le fait d'être logé au palais de la Marina et le travail et l'indépendance du travail de la commission. Demandez, je dis bien, vous êtes journaliste, demandez à une personne de votre entourage susceptible de connaître quelqu'un travaillant au palais de la Marina s'il sait qui rentre au HCPC pour faire quoi. Cherchez à savoir. Et on en parlera. D'accord. Allez, rappel, le haut-commissaire, ça il faut que je le dise, c'est très important, je le dis merci encore au passage, il a mis son garde-corps personnel pour sécuriser les débats. Parce qu'ils ont besoin de sécurité. Là où ils sont, en dehors de moi et de quelques collaborateurs, personne ne sait où la commission travaille. Personne ne sait. Au palais. Au palais. Allez, nous allons maintenant revenir par le chef de l'État à la célébration de la journée. Mais vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes une vigie républicaine et vous fonctionnez sur la base certainement de beaucoup d'informations que vous recevez de part et d'autre. Il se fait que parfois on craint pour sa vie, on craint de ne pas, enfin de se faire agresser, de subir des représailles.
et de ce fait, on ne porte pas l'information vers vous. Qu'est-ce que vous faites alors pour garantir une certaine protection aux lanceurs d'alerte, par exemple, dans le cadre de votre travail? Monsieur Aoun, je vous remercie encore. Je constate au travers de votre discours que vous êtes bien renseigné et vous avez bien préparé l'émission. Pourquoi je dis ça? Parce que le thème de la 8e édition, donc l'année dernière 2024, de la journée africaine de lutte contre la corruption, là, ça portait sur le lanceur d'alerte. Il y a Social Watch qui fait un plaidoyer pour qu'on aille à loi et non à décret visant la protection juridique des lanceurs d'alerte. Mais moi, je veux bien qu'on dise lanceur d'alerte. Je puis affirmer que ma pauvre personne est bien placée pour vous dire ce que c'est. Parce que j'étais dans le petit carton de l'Organisation internationale de la francophonie, en collaboration avec ce que le CIFAF organisait comme formation de localiser des avocats de l'espace francophone, Afrique francophone. Je participais en tant que formateur à échanger avec les avocats sur ces sujets-là. Les fausses nouvelles, les droits de l'homme, et puis la protection en cas de juridique des lanceurs d'alerte. Mais là où il y a une loi spécifique visant la protection des lanceurs d'alerte, je vous mets au défi de venir me dire que ces lanceurs d'alerte sont suffisamment protégés. Ou même sont protégés. Pas suffisamment, j'enlève le mot suffisamment, sont protégés. L'Afrique du Sud était citée comme modèle. Il existe une loi spécifique. Vous pouvez checker, vous pouvez vérifier. C'était quand? Nous sommes en 2025, non? Juillet, c'était 2023, non? On a encore retrouvé une personne démembrée qui était prête à mettre sur la place publique des informations qui touchaient de gros politiques. Je dis bien démembrés. Je ne vais pas entrer dans le menu ici. Je peux vous donner plein d'exemples. Ah tiens, l'affaire Mediator en France. Vous êtes au courant qui a dévoilé ce scandale. Cette dame de vertu. Parce que dénoncer l'illégalité, c'est une vertu. Comme défendre la dignité humaine, c'est une vertu. Alors, si on diluait un peu, on disait par exemple des informateurs. Là, non, j'en viens. Là, ce que vous dites est très intéressant et tout le monde a le droit d'être au courant. Merci pour votre question. J'en viens. Cette dame a envoyé, depuis qu'elle a dénoncé, plus de 1000 CV qui sont restés sans réponse. Autrement dit, ailleurs, 10 pays développés ne vous tuent pas, mais vous cassent socialement. Vous voulez que, excusez-moi, hein, que le ministre de la Justice et de la Législation, ou le président de la République, ou le haut-commissaire se lève à bras pour faire plaisir à tout le monde, une loi visant la protection des lanceurs d'alerte. Non, il y a un travail de fond qui se fait. Le travail est à la fois technique, il est à la fois matériel, et puis il y a un travail de sensibilisation. Il y a un travail de dialogue entre acteurs susceptibles de participer à une réelle protection des lanceurs d'alerte. C'est ça qui m'intéresse. Et je vais prendre un exemple concret. Permettez-moi, parce que ce sujet me touche. J'ai été formateur, donc ça me touche. Et, allez, c'est pas une comparaison. Mais je suis factuel. En Côte d'Ivoire, ils ont un budget de 4 milliards de francs CFA. Ils n'ont pas de loi spécifique qui protège le lanceur d'alerte. Le mot lanceur d'alerte, mais dénonciateur, ça existe. Ils ont un budget de 4 milliards. Actuellement, le budget de 4 milliards couvre 360 et quelques, je pars à côté des conneries, 360 et quelques personnes. Anonymisées. La seule protection qu'ils ont trouvée, c'est anonymiser. J'emploie un mot technique, anonymiser. C'est-à-dire, vous êtes Guédenon aujourd'hui, du jour au lendemain. Vous n'êtes plus Guédenon, peut-être vous êtes, je sais pas, à Tinéou, peut-être vous êtes Talon, je sais pas, ce que vous, voilà. Et jusqu'à aller dans certaines affaires. Dans certaines affaires, vous avez appris l'affaire du maire de Diokwe. Allez checker, vous allez voir, parce que c'est une grosse affaire. Dans certaines affaires, on finance la chirurgie esthétique. Et donc ce modèle est efficace en Côte d'Ivoire? Ben justement, j'en viens. Ils ont autant d'argent pour protéger les dénonciateurs. Qui vous dit que c'est efficace? Voilà. Alors, si nous prenons le Bénin, nous n'avons pas assez d'argent pour... Non, c'est pas assez d'argent. Je viens de tout vous dire là. Oui. Quel va être le modèle bénin? Quel va être le modèle?
la lumière divine vient de vous toucher. C'est là la bonne question. Amen. Amen. Oui, non mais c'est vrai. C'est là la bonne question. Comment pouvons-nous, avec notre réalité, parvenir à une réelle protection du lanceur d'alerte? Et pour répondre à cette question, parce que c'est du sérieux, c'est la vie des gens, pour répondre à cette question, il faut discuter avec les uns et les autres. L'idée, telle idée, toi tu as telle idée, toi tu as telle idée, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que le travail technique est déjà fait. Le travail technique se trouve au commissariat à la prévention de la corruption. Nous avons fait ce travail technique depuis un bon moment. Vous pensez qu'on ne travaille pas? On travaille. On a fait ce travail technique. Parce que vous travaillez, que vous êtes là à nous dire ce que vous faites de beau au commissariat à la prévention. Bon, je l'ignore, mais nous travaillons. Le travail technique, c'est fait. C'est sur la table du haut commissaire. Et quand on dit top départ, il est prêt à donner. Et après, maintenant, on peut les diluer, on peut diluer ce travail technique en article, ça, ainsi de suite. Mais ce n'est pas l'article qui crée et qui fonde véritablement, qui matérialise la réelle protection. Parce que celui qui choisit de dénoncer, il renonce à quoi? À son honneur, à sa famille, à sa vie, à son job, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous mettons en place comme mécanisme pour assurer tout cela? C'est la question. C'est ça. Vous l'avez relevé, le Bénin est une référence émergente. Alors, quels sont les principaux obstacles restants dans la lutte contre la corruption au Bénin et quelle stratégie le HCPC met en œuvre pour les surmonter? Bien. La stratégie du Haut Commissariat, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Ce pourrait une fois, je rentrerai dans les détails, mais concrètement, c'est participer au changement de l'infrastructure mentale, en commençant par la base. Je vous ai parlé de nos campagnes de sensibilisation. Ça, c'est, vais-je dire, je vais m'excuser pour le terme, c'est une mise en jambe. On vous a vu dans des écoles, dans des universités. C'est là vous parlez? Oui. C'était quoi l'objectif derrière ces déplacements? C'était une phase pilote. Voir avec le retour d'expérience, comment nous allons conduire ce qui est gros qui arrive en termes de politique publique. Par exemple, tendant à la mise en place d'un programme scolaire qui commencerait depuis le primaire et qui va suivre l'apprenant jusqu'à l'université. Et ce programme va s'articuler autour de éthique et bien public pour que l'enfant qui grandit dans ces différentes phases d'évolution psychophysique sache qu'il faut défendre ce qui est bien public. Sache que même quand on est salarié, il faut essayer, il faut être amoureux de défendre ce qui n'est pas, bien sûr, ce qui appartient à tout le monde. Alors, comment vous comptez pérenniser alors cette lutte-là au-delà du leadership actuel que vous essayez de construire depuis bientôt un an au HCPC? Je puis simplement dire, en vous remerciant au passage encore de nous avoir invités, que pérenniser cela, vous avez sorti le mot tout à l'heure, c'est le temps. Le temps est le meilleur arbitre. Je pense que les techniciens disent qu'un changement de mentalité se mesure après 5 ans. Mais je suis persuadé, je reste persuadé que d'ici 3 ans, vous allez me forcer à revenir ici. On va applaudir le HCPC? Oh oui. 3 ans, c'est peut-être trop. Je ne pense pas. Vous verrez aussi. Vous verrez. Les Béninois sont pressés. On veut voir la corruption disparaître. Allez, deux questions encore pour terminer, parce qu'au niveau de la région, nous faisons que nous avons épuisé le temps qui nous est imparti. Sur le terrain, comment est-ce que vous mesurez l'impact socio-économique direct de toutes les actions que vous menez? C'est présomptueux tout de suite de dire que nous avons la capacité, nous avons les bons indicateurs pour mesurer l'impact socio-économique. Tout le monde sait comment on réalise une analyse socio-économique. Ce n'est pas en allant, je dis pas sporadiquement, en allant sur le terrain, prendre 4 jours, parce que c'est ça, hein, par département on prend 4 jours, ça suffit pour dire, bon, on sait véritablement qu'on a tel impact. Je pense que vous devriez inviter le secrétaire général du Conseil économique et social pour répondre à cette question. Pourquoi? Parce que le Conseil existait avant l'avènement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Ils ont des données, ils peuvent vous dire que, tiens, telle réforme, telle volonté exprimée par le chef de l'État, exécutée au travers du PAG, a donné ça. Et ils ont pu mesurer, parce que vous avez bien dit socio-économique. Donc je pense que vous méritez d'inviter le secrétaire général. Nous avons aussi la criette qui fait peur désormais. C'est un impact. Mais, écoutez, la criette fait peur à ceux qui ont des choses à se reprocher.
Je vous assure, la criette fait peur à ceux qui ont... C'est vrai que la criette doit faire peur, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec, parce que, comme disent... ça, c'est la position de tout le monde d'ailleurs. Hein. Peu importe l'état parti, nous devons faire peur aux corrompus et aux corrupteurs par des mécanismes, par des instruments. Donc, je suis ravi que la criette fasse peur, mais si les gens ont des choses à se reprocher... On va terminer par... Vous avez certainement un message fort à adresser à nos concitoyens qui nous suivent en ce moment. Quelle est la teneur de ce message-là? Et là, ce sera votre mot de la fin. Mais le message, il est en un seul mot. Oui. C'est ensemble que nous devons construire, ou vais-je dire même poursuivre la construction d'un Bénin propre, juste et digne. Ce sera tout. Je vous remercie. Merci, Eric Guédénon. Ce sera tout pour cette émission dans le cadre de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Nous recevions Dr Olivier Charles Atindewi. Il est le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, le HCPC. Avec lui, nous avons passé environ 1 heure pour décortiquer toute l'actualité autour, bien entendu, de cette thématique, les actions menées au niveau du HCPC pour enrayer la corruption dans notre pays et puis les perspectives d'avenir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci également au commissaire qui nous a également facilité la préparation de cette émission. Allez, bonne journée chez vous.